Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Alors, cette vidéo fait suite à la note d'analyse que je vous ai envoyée en date du 24 du mois de février 2023 concernant Amazon. Donc ici, on va faire l'analyse ici quantitative de la compagnie. Donc j'ai déjà dit à peu près, voilà, ça c'est un peu l'argumentaire qualitatif que j'ai ici. On parle un peu du premier trimestre, du quatrième trimestre. On parle un peu des éléments qu'on a eu à l'intérieur de ces documents, de ce document-là, ainsi que la situation actuelle, l'inflation, etc. Et on parle également, on remet les choses ici dans leur contexte en mentionnant que Amazon reste dominant dans son secteur d'activité et c'est une entreprise qui investit massivement dans son infrastructure. Donc, vu qu'elle investit massivement dans son infrastructure, il y a quelque chose que vous ne verrez pas sur Amazon. Si vous évaluez Amazon en prenant en considération les bénéfices nets actuels, vous n'allez pas, ou bien passer en prenant en considération, par exemple, la moyenne, etc., vous allez vous perdre en fait. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, dans le sens où Amazon présentement n'est pas là pour avoir des bénéfices nets. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait donc là pour les actionnaires? En fait, Amazon utilise tout le cash nécessaire ici afin de pouvoir améliorer ses avantages compétitifs. Grâce à ce cash-là, Amazon a lancé AWS qui fonctionne très bien. Grâce à ce cash-là, Amazon peut maintenant se passe de plus en plus des compagnies comme UPS ou FedEx. Donc, elle a investi massivement dans son infrastructure. Grâce à ce cash-là, maintenant, Amazon a la possibilité maintenant de livrer en 24 heures dans plusieurs régions, dans plusieurs pays aujourd'hui. Grâce à ce cash-là, Amazon a lancé son offre ici streaming, d'accord? Notamment également, ça lui a permis de faire l'acquisition ici de compagnies, d'entreprises ici lui permettant d'améliorer son catalogue. Grâce à ce cash-là, Amazon aujourd'hui a la possibilité de faire de la publicité, d'accord? Le segment publicité d'Amazon est de plus en plus gros et il a une croissance en moyenne de 20%. OK? Donc, grâce au cash qu'Amazon ne vous a pas remis en dividende au fil de toutes ces années-là, elle a investi à votre place afin de pouvoir améliorer ses avantages compétitifs. OK? C'est une compagnie de croissance. Et quand vous allez regarder une compagnie de croissance, la première chose que vous allez lui demander, c'est l'autofinancement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde ici, on va regarder, Amazon doit avoir des free cash flow positifs. Quand je dis free cash flow positif, c'est-à-dire que les free cash flow doivent être supérieurs à zéro. OK? Alors, cette période-ci peut s'expliquer, notamment si vous allez rentrer dans les rapports financiers ici. Elle a investi massivement ici parce qu'elle a gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie. Donc, elle a décidé d'investir massivement ici, dans son infrastructure. OK? Donc, tous les investissements qui vont être faits ici vont porter leurs fruits. OK? Ce ne sont pas des investissements qui, voilà, on n'a pas jeté l'argent par les fenêtres. Notamment, elle a fait l'acquisition également d'entités ici dans le segment ici médical pour faire la livraison de médicaments. Je pense qu'elle a lancé une offre dernièrement ici pour pouvoir commander autant de médicaments que vous voulez, moyennant un abonnement. Oui, c'est drôle. Je pense que je ne l'ai pas retrouvé ici, mais c'est des médicaments génériques, hein. Donc, à la fin de la journée, si vous voulez commander du Tylenol, du paracétamol, des choses comme ça, vous pouvez le commander entre parenthèses à volonté, moyennant un abonnement, et vous êtes livré en 24 heures, généralement. Donc, ici, c'est temporaire. OK? C'est sûr en ayant des free cash flow négatifs, Amazon va puiser dans sa trésorerie. OK? Mais quand vous regardez bien cette compagnie-ci, je vais prendre ça, je vais le mettre ici en histogramme. Regardez, la dernière fois qu'Amazon a perdu de l'argent, c'était quand? Et je vais le mettre ici en yearly, vu qu'on a déjà publié les résultats annuels. La dernière fois qu'Amazon a perdu de l'argent, donc si on prend les 20 dernières années, la dernière fois, disons, ça apparaît en 2000. D'accord? Donc Amazon est rentable. Je dis bien Amazon est rentable depuis le début, depuis sa création. D'accord? Donc, elle s'auto-finance. Et vous voyez que c'est supérieur à zéro. Donc, ça veut dire que Amazon a les moyens d'investir massivement dans sa dépense en capital sans avoir recours à la dette ou bien à l'émission de nouvelles actions. Et entre-temps, elle a fait des acquisitions, etc. Donc, regardez comment ça accélère ces dernières années. Tout simplement, quand vous voyez cette accélération-là, regardez ceci. Quand on va dans le gross margin, on prend ça, on dézoome un tout petit peu ici, et vous constatez une chose. La marge, les, la croissance est de plus en plus élevée depuis 2011. Et quand on prend les free cash flow, d'accord, je ne sais même pas la croissance, excusez-moi, la marge brute, d'accord, donc je vais prendre ça ici, je mets ça en histogramme encore une fois. Donc, je vais prendre et je vais le mettre à peu près sur le même graphique, même si ça ne va pas. Et voilà. Ok, donc vous constatez ici que à partir de 2011, on a une accélération de la marge brute. Avant, on avait une marge brute aux alentours de 22%. En 10 ans, on a doublé la marge brute. Vous pensez qu'on a doublé la marge brute parce qu'on a augmenté les prix?
Non, c'est parce que les volumes ont augmenté et que l'infrastructure déjà mise en place ne demande pas des dépenses supplémentaires, tout simplement parce qu'on a déjà eu à dépenser précédemment. OK? Donc, toute cette dépense ici, tout ce qui est revenu en supplément ici, vous avez pu l'avoir au niveau des bénéfices opérationnels. Ça, c'est même la partie opérationnelle. Ça, c'est enfin, ça au niveau des free cash flow. D'accord? Au niveau des free cash flow. Donc, vous pouvez également comparer ici avec les marges EBITDA. D'accord? Si on prend les EBITDA ici, en termes de marge, vous voyez que les EBITDA également augmentent à partir de 2011. OK? Drastiquement. Et vous allez voir qu'il y a un ralentissement au niveau au niveau de la pandémie. Regardez bien. On a des marges ici de 43%. OK? Et quand on a des marges de 43%, on se retrouve à avoir des marges EBITDA de 10%. Alors que quand on avait moins de marge que ça, on avait des marges d'EBITDA plus élevées. Ça doit vous dire ici que cette entreprise-ci, il y a eu des dépenses opérationnelles ici, entre-temps. OK, ces dépenses opérationnelles, est-ce que c'est la question est de savoir est-ce que c'est durable ou pas. Il y a de fortes chances que ce soit temporaire. OK, il y a de fortes chances que ce soit temporaire. Donc les marges actuelles qui se limitent aux alentours de 10% en date d'aujourd'hui auront tendance déjà premièrement à revenir à 13% et sinon à aller plus loin que ça. D'accord? Une fois que ça c'est dit, d'accord, on va fermer ceci. Je vais maintenant mettre les marges de net income. Je ne prends même pas les marges de free cash flow. Prenons les marges de net income ici. Vous constatez une chose. Vous remarquez que cette compagnie, d'accord, en pleine période de pandémie, elle a eu des marges de 7%. Et je rappelle que pendant la pandémie, elle a gagné énormément d'argent. Elle a des marges de 7% sur des marges. Elle a des marges de 7%. D'accord? C'est bien ça? Voilà. On met ça ici. Je mets que ça. Ça, c'est en volume. Non, je les ai pris en volume. Excusez-moi, je vais les prendre comme ça. Voilà. Margin. OK. Et voilà. On met ça en yearly. Et on met ça sur le même graphique. OK. Donc, on a des marges ici de 7% en décembre 2021, avec des marges d'EBITDA de 12% sur des marges brutes aux alentours de à peu près 40%. Actuellement, on a des marges brutes plus élevées. Donc, en 2022, on a des marges brutes plus élevées, des marges EBITDA moins élevées et des marges nettes inexistantes. Alors, vous allez vous dire que l'entreprise est en perte de vitesse présentement. Donc, vous devez constater une chose. Amazon étant un logisticien également, il y a eu un impact ici au niveau de l'augmentation du coût des matières, du carburant par exemple, qui impacte négativement la compagnie. Également la réduction, le fait que l'économie soit également au ralenti ici impacte la croissance au niveau de AWS, impacte également la publicité, même si le volume de croissance de la publicité ici est assez élevé, il y a quand même un ralentissement. OK? Donc, il y a également l'inflation au niveau des coûts des coûts d'exploitation. Il faut s'ajuster donc en conséquence, mais on ne s'ajuste pas en conséquence aussi rapidement. Ça prend quelques temps. OK? Donc, premièrement, il y a de fortes chances qu'on revienne à des marges de 7%. Parce qu'Amazon est en période de rentabilité présentement. Et si vous lisez les derniers rapports financiers, le management parle de plus en plus de rendre l'entreprise de plus en plus efficiente. Donc, on a coupé des projets. Je vous laisse aller lire le document en question. Je pense que vous avez déjà pris connaissance de ce document-là. Donc, je vais me limiter aux éléments quantitatifs ici. Juste pour mentionner qu'en date d'aujourd'hui, il faut guestimer les marges de Amazon. OK? Et également l'évaluer, premièrement, sans prendre en considération la croissance, et deuxièmement, en prenant en considération la croissance. OK? Donc, à long terme, je dis bien à long terme, si on prend ceci, on a eu des marges de 7% précédemment, n'est-ce pas? Les analystes s'attendent à des marges de combien dans 5 ans? Parce que prenons 5 ans. OK? Déjà, le revenu dans 5 ans sera à peu près de 900 milliards. D'accord? 900 milliards par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, vous comprenez que, est-ce que c'est possible? Oui, on a 515 milliards, 514 milliards ici. D'accord? J'ai arrondi. Si on prend 900 divisé par 514, OK? Exposant 0,2, ça donne ici une croissance de 11%. Amazon, une croissance de près de 20% sur les dernières années. Si je prends ici la moyenne sur les 5 dernières années, d'accord? On a à peu près quelque chose en tout de 23%. Là, on a moitié moins que ça, aux alentours de 11% ici. Donc, c'est faisable. Encore une fois, je dis que c'est faisable. OK? Première chose. Deuxièmement, on prend ici les net income attendus à cette période-là. Donc, je vais d'abord prendre les net income ici, je vais les comparer. Donc, ici, normalize, donc c'est en N plus 5. Je l'ai pris en N plus 5
Tout simplement parce que je vais prendre la partie optimiste, donc avec la croissance, et la partie sans croissance. Donc N plus 5, on met ça ici. On s'attend à des revenus, à des marges de net ici de 75 milliards. Et au niveau des free cash flow, en N plus 5, free cash flow, où est-ce qu'on est ici? Voilà, free cash flow en N plus 5, on s'attend à avoir combien? 100 milliards de free cash flow. Donc si je prends la marge ici, regardez bien, on s'attend à 900 millions ici, sur des marges de free cash flow de 100 milliards. Ça donne combien en termes ça donne combien en termes de marge ici? Ça donne ici aux alentours de 11%. 11%. OK? Et les free cash flow auront tendance à être plus élevés tout simplement parce que cette entreprise a fait beaucoup d'acquisitions. Il y a de fortes chances qu'il y ait énormément de goodwill ici. Donc, il y aura une dépréciation supplémentaire ici de l'actif intangible. D'accord? Ça fait 11%, n'est-ce pas? Retenez bien les marges parce qu'on va travailler beaucoup avec les marges ici. D'accord? Donc, ici, première chose, ce sont les marges de 7%, les plus hauts qu'on a déjà eu à voir. Et vous comprenez bien ici que c'est possible de les avoir à nouveau, alors tout simplement parce qu'on a des marges plus élevées. D'accord? On a certes des marges nettes et des marges EBITDA en berne présentement, mais c'est temporaire. OK? So, 7%. Quand on prend ici les net income attendus en 2028, OK? 2028, c'est 75 milliards divisé par le 900 milliards ici. Ça donne à peu près aux alentours de 8%, 8,33%. On s'attend à peu près à avoir 8,33% de net income en 2028. Et pour les free cash flow, on s'attend à combien? 11%. OK? Je vais prendre 3 hypothèses directement avec des marges différentes. OK? Donc ça sera donc 25% ici avec des marges de 7% sur les revenus actuels. D'accord? Sur les revenus ici de 513, donc sur les revenus ici des 12 prochains mois. On va le faire simple. OK? Donc 12 prochains mois ici. Voilà. Next 12 months. On aura combien ici? Alors, next 12 months. Voilà. On ferme ça. On ferme ça. On s'attend à peu près à avoir 558. D'accord? Je mets ça ici sur les revenus de 558. OK? Donc, voilà. Maintenant, on va calculer directement. La dette nette ici aux alentours de 100 milliards. D'accord? Donc, le nombre d'actions ici, on l'a déjà à ce niveau-ci. D'accord? Voilà. Et je prends 25 fois les bénéfices, donc je suis déjà assez optimiste. OK? Donc, maintenant, on prend 558 milliards, 7% de ce montant-là. OK? Multiplié par 25 fois les bénéfices, moins 100 milliards de dette nette, d'accord? Divisé par le nombre d'actions, à peu près 10,31. On se retrouve à combien? 85 dollars à l'action. OK? État stationnaire en prenant en considération les marges de 7% précédemment vérifiées dans le passé. OK? Donc, premier élément. Ici. Deuxième élément, X25 avec des marges de 8,33% sur le même revenu ici de 558. On va juste rester en état stationnaire, OK? Mais avec des marges différentes, OK? Si on fait le même calcul ici, donc maintenant à 558, multiplié par 0,0833, d'accord? Multiplié par 25 fois les bénéfices, moins 100 milliards de dettes nettes, excusez-moi, c'est 100 milliards, divisé par le nombre d'actions, on a combien d'actions ici? 10,31, ça donne ici une valorisation de combien? 103 dollars à l'action. OK? 1,03. X25, maintenant avec des marges de 11%, OK? Sur un revenu de 558, OK? Donc, je mets ça ici. Je sais que ce n'est pas très ergonomique, mais voilà. J'essaye toujours de rester très, très simple. D'accord? Voilà. On a avec des revenus de combien? Bref, on y va. 558 multiplié par 11%. D'accord? Fois 25 fois les bénéfices. OK? Moins la dette nette. OK? Divisé par le nombre d'actions. 10,31. On arrive à combien? On arrive ici à 139 dollars l'action.
Donc, si cette entreprise garde des marges de 7%, avec des revenus de 558 milliards qui sont attendus l'année prochaine, l'action ici devrait se négocier à 85 $ l'action, le juste prix, d'accord, par rapport aux éléments qu'on a pris. Si on a 8%, c'est 103. Si on a 11%, 139. Maintenant, le tout est de savoir quelles sont les marges qu'Amazon pourrait avoir. Amazon pourrait avoir des marges bien plus élevées que 7%. Ça, il y a de fortes chances que ce soit le cas. OK? Donc, si on veut être assez conservateur, OK, on sait que les marges, on peut se mettre à ce niveau-ci. Si on veut être très optimiste, on se met à ce niveau-ci. Vous voyez que par rapport au prix actuel, on ne surpaye pas Amazon. Mais vous allez vous dire ici que oui, mais ça reste des chiffres ici, on peut faire dire aux chiffres tout et n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle il faut absolument vous concentrer sur le business et regarder comment les marges évoluent. Basez-vous sur ce qui a déjà été prouvé par le passé et écoutez ce que le management dit. Mon raisonnement pourrait être biaisé ici parce que moi, j'ai fait cet exercice-là. OK? Donc, je vous encourage également à le faire. Donc, si vous extrapolez un tout petit peu, on va le faire avec les marges les plus élevées. Donc, on attend 900 millions en 2028, multiplié par 11% de marge bénéficiaire. D'accord, les marges de free cash flow attendues à cette période-là, on aura à peu près une centaine de millions, mais ça donne ici 999 milliards ici. D'accord, multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette de 100 milliards, la dette nette actuelle, d'accord, divisé par le nombre d'actions, à peu près 10,31, on arrive à une valorisation de combien? 230 $ l'action. D'accord? Aujourd'hui, on cote à combien? 95 $ l'action. Et ce n'est que 5 ans. Donc, si vous divisez par 2, ça vous fait une croissance de 15% en moyenne. OK? Donc, ici, il faut absolument suivre l'évolution des marges. Il faut absolument suivre la réduction, la réduction des coûts, la réduction des coûts ici. D'accord? Et il faut absolument suivre ici le fait que le management, comment on dit ça? La politique d'allocation du capital qui va être employée par le management sur les prochains mois. OK? Donc, Amazon ici n'est pas surévalué. Et elle apparaît surévaluée tout simplement parce que les marges actuelles ne représentent pas la rentabilité réelle de la compagnie. Et c'est souvent ça le problème avec les compagnies de croissance. Donc, parfois, on extrapole le revenu. Parfois, on extrapole le revenu, on sous-estime les marges. Parfois, les entreprises ici qui ont des revenus très élevés n'auront forcément pas des marges assez conséquentes. Donc, parfois, il faut faire des estimations, essayer de voir en état stationnaire et avec un tout petit peu de croissance. Mais il y a de grandes chances, admettons même que ça se passe très mal, très très mal, il y a de grandes chances qu'Amazon ait la capacité d'au moins maintenir des marges de 7%. OK? Admettons même qu'on s'est trompé. La croissance continue à 900 millions, d'accord? On continue nos croissances à 900 millions, mais plutôt avec des marges de 7%, peut-être parce qu'on s'est trompé, parce que ça peut également arriver, disons même à 20 fois les bénéfices, parce que voilà, le marché va avoir tendance, l'inflation va augmenter, etc. Elle ne va pas pouvoir augmenter les prix, on va se limiter à 20 fois les bénéfices, moins 100 milliards, d'accord, de dette ici, divisé par le nombre d'actions, de 10,31. Au pire des cas, je récupère ma somme de départ. Donc si Amazon continue sa croissance des revenus, ça c'est sûr que c'est même pas... Il y a de grandes chances, la probabilité est très élevée pour que la croissance des revenus continue. OK? Et qu'elle garde des marges de 7% qu'elle a déjà eu à montrer par le passé, il y a de grandes chances qu'on récupère notre somme de départ aujourd'hui. C'est-à-dire que dans 5 ans, revenus, etc., avec les marges de 7%, on va récupérer notre somme de départ. Donc les marges de 7% que vous avez vues ici, ce n'est pas une erreur. C'est tout simplement que l'entreprise avait déjà commencé à augmenter ses marges nettes depuis plusieurs années. Et quand la pandémie est arrivée, elle se retrouvait dans une situation où voilà, les volumes ont augmenté, ce qui lui a permis de maintenir des marges assez élevées. OK? Donc, allez-y lire les rapports financiers ici. Regardez les marges, prêtez attention à ce que le management dit par rapport aux marges, comme je l'ai mentionné tantôt. Les free cash flow actuels sont certes négatifs, mais c'est temporaire. Amazon est rentable depuis plusieurs années et ça ne va pas s'arrêter là. OK? Donc, elle investit massivement dans son infrastructure, qui est le cœur même de son avantage concurrentiel. Parce qu'aujourd'hui, même si je vous donne 1 milliard, vous ne pouvez pas concurrencer Amazon. Walmart aura du mal à concurrencer Amazon. D'accord? Parce que Walmart va faire affaire avec les Uber, va faire affaire avec les FedEx, va faire affaire avec les UPS. Donc, voilà, elle doit donner à chaque fois, elle doit laisser un tout petit peu d'argent à ces personnes-là pour qu'ils puissent également faire du cash. OK? Or, Amazon, c'est verticalement intégré. OK? Et si vous êtes déjà allé dans un entrepôt d'Amazon, c'est vraiment, comment on appelle ça? C'est très efficient, les entrepôts d'Amazon. Donc, ils ne blaguent pas avec l'efficience là-bas. OK? Parce que le commerce en ligne, ça doit être réglé comme sur du papier à musique. OK? So, on est bien content de recevoir nos produits ici rapidement. Et vous remarquez, l'offre d'Amazon dans le domaine du streaming, c'est l'offre la moins chère du marché. Moi, je paye 10 $ par mois pour mon service Amazon.
Et je rappelle que mon raisonnement peut être biaisé parce que je suis ici client d'Amazon et j'aime cette compagnie-ci. Et j'ai commencé à faire l'acquisition de cette compagnie-ci. OK? Je vous dis une chose. J'ai le service de streaming, d'accord, qui est Amazon, vous voyez, Prime Video, il est là. OK? J'ai également la musique, d'accord? J'ai également la livraison. Tous ces éléments, je paye ça à 10 dollars. Or, admettons même que la livraison seule peut remplir 10 dollars. Parce que si vous allez sur Uber, par exemple, Uber, vous allez payer, c'est le prix que vous allez payer généralement pour l'abonnement Uber One. OK? Donc, ici, j'ai un Netflix qui coûte peut-être 15 dollars. Et j'ai également un Spotify qui coûte peut-être 15 dollars également. Ça fait 30 dollars. Je paye 10 dollars. Donc, la capacité d'augmentation de prix est encore là. Même si Amazon aujourd'hui est pricé à 20 dollars par mois, d'accord? Ils vont faire de l'argent. Il y a de fortes chances qu'ils fassent de l'argent. Et ils ont une base de clients ici solide qui sait que quand je recherche les deals, je vais sur Amazon. C'est la raison pour laquelle le segment recherche d'Amazon performe très très bien. OK? Donc, lisez vos rapports financiers. Amazon ici, s'il fallait prendre, s'il faut choisir un prix parmi ceux-ci, je vais d'abord dire une chose. Amazon est correctement évalué et ça ne prend pas en considération la croissance future. Et c'est sur la croissance future qu'on compte. D'accord? Et également sur l'augmentation des marges. OK? Donc, ici, aujourd'hui, le price target déjà, le price target d'Amazon en année, en minimum, on va prendre déjà, on va prendre comment on appelle ça? Le 103 dollars l'action. OK? Toute croissance supplémentaire sera bénéfique. Toute augmentation des marges supplémentaires sera bénéfique. Et c'est par là qu'il faut commencer. OK? Donc, je vous ai donné ici l'hypothèse assez optimiste avec 11% et 900 millions. Et l'hypothèse également assez pessimiste, mais toujours avec des revenus de 900 milliards ici. Vous avez vu qu'avec des revenus de 900 milliards, on ne surpaye pas au prix. Le prix actuel est juste correct avec 7% de rendement. Mais si on a des rendements, des marges de 11%, on pourrait avoir quelque chose de bien plus élevé. Donc le tout ici du scénario ici, donc le cœur même de notre hypothèse ici, c'est sur la base de l'augmentation des marges. D'accord? Donc, cette entreprise ne sera pas destinée à tout le monde. Si vous n'êtes pas des investisseurs entreprenants, laissez aller sur Coca-Cola, acheter un ETF. OK? C'est pas, si vous n'êtes pas, ne vous forcez pas. Si ça ne vous parle pas, n'achetez pas cette compagnie-ci. Et de toutes les façons, vous n'allez pas l'acheter parce que vous avez lu la note d'analyse que j'ai envoyée, ainsi que cette vidéo-ci par rapport à l'évaluation de la compagnie. D'accord? Donc, faites attention. Si vous avez des questions également, on est là pour y répondre. Et n'oubliez pas, ici, on est là pour apprendre à investir tous. OK? Donc, chacun doit faire son travail de son côté. Moi, ici, je me suis basé sur ce que j'ai pu voir, mais ça ne veut pas dire que j'aurai forcément raison. Et comme je vous l'ai dit, l'aspect psychologique joue également parce que je suis moi-même actionnaire. Donc, faites attention. Je peux être là pour vous convaincre d'acheter du Amazon. Donc, faites attention. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.